Donc je vous propose à toutes et à tous d'entendre une dernière communication en ligne de Delphine Cellier-Mérotto sur les illusions théâtrales et photographiques pour une image performée. Et si ça ne vous dérange pas, j'en suis fort navré, il faudra ne pas excéder 25 minutes car nous arrivons au bout de la journée qui était prévue. Voilà. Mais nous vous écoutons avec grande attention. Alors, je fais au plus vite. Je me dépêche. J'essaye de... Voilà. Non, vous N'hésitez avez pas vraiment si 25 minutes, hein, y a pas de jamais, problème, hein, d'accord ? Des illusions théâtrales et photographiques pour une image performée. Il est dit que, contrairement à la peinture ou à la photographie, le spectateur de théâtre est assigné à une place unique, privée de liberté d'angle ou de commentaire. Or, il existe un lien fécond entre le médium photographique et le théâtre, et il faut revenir à la genèse de la photographie. L'apparition du daguerréotype en 1839 est étroitement liée à l'émergence de nombreux dispositifs optiques illusionnistes apparus parallèlement aux avancées scientifiques traitant de la perception, ainsi qu'au renouveau théâtral du XIXe siècle. Louis-Jacques Mandé-Daguerre, décorateur reconnu au théâtre et à l'opéra, s'attache alors à obtenir, grâce à l'image photographique, une illusion parfaite de la représentation. De fait, cette volonté de ne pas rompre l'illusion de la représentation, l'utilisation de la lumière et le sens de la composition fondée sur un rapport de masse de décor explique cette proximité entre illusion photographique et théâtrale. Aussi, Philippe Ortel souligne la capacité de la chambre noire daguerrienne à transformer le monde en scène et, je cite, à faire du réel une représentation. Le théâtre est une chambre noire et la chambre noire un théâtre. Fin de citation. Par essence, la photographie se révèle ainsi théâtralisante au sens premier du terme. En prenant l'espace de la représentation comme une sorte de scène de théâtre sur lequel les modèles viennent jouer, le photographe propose le concept d'une image performée. Cette esthétique repose sur une pensée de l'image où le photographe est réduit à un opérateur et où le spectateur est mis en contact avec la scène à travers une sorte d'écran neutre. Michel Poivert écrit ceci: « L'image performée nous rappelle que la relation entre photographie et théâtre repose sur une problématique symétrique. Le théâtre a été pensé comme une image. » Fin de citation. L'image ne serait pas uniquement le site d'une fiction, mais une fiction en elle-même. Cette communication aura pour objectif de démontrer la proximité du théâtre avec la photographie en étudiant les protocoles créatifs, les mécanismes et les enjeux idéologiques et techniques de ces deux formes artistiques illusionnistes dans le contexte élargi des pratiques contemporaines. L'artifice et le trucage créent le sentiment du réel ou du vrai, confèrent un sens optique, philosophique et métaphysique à l'illusion en art. L'artifice et le trucage créent le sentiment du réel ou du vrai, confèrent un sens optique, philosophique et métaphysique à l'illusion en art. Quels sont alors les moyens utilisés par les artistes pour créer l'illusion du réel ? Comment et pourquoi ces modes d'expression modifient-ils le rapport à la perception du réel ? Quel serait l'impact d'une architecture théâtrale fictive et d'une image performée sur le ressenti, l'imaginaire et l'expérience physico-psychique du spectateur ? Il s'agira de revenir sur l'héritage illusionniste de la photographie, puis d'analyser, dans certaines pratiques contemporaines, la manière dont la théâtralité et la mise en scène façonnent l'image performée. Enfin, on envisagera la portée critique de ces dispositifs où la fixité et la frontalité deviennent des vecteurs d'une présence poétique et imaginaire de l'image. Loin d'être un médium de la fixité, la photographie apparaît ainsi comme un véritable espace de corporéité et de projection du regard où se rejoue le théâtre du visible et de l'imaginaire. Genèse du daguerréotype et de l'illusion théâtrale, la quête du vrai sous le fantastique. Jacques-Louis Mandé-Daguerre s'impose dès 1818 comme l'un des décorateurs les plus recherchés de la scène parisienne. Son activité au théâtre de l'ambigu-comique lui vaut une certaine reconnaissance, notamment pour ses effets de clair de lune,
et ses décors d'une puissance illusionniste inédite. Aussi, le décor n'est plus simple ornement, mais devient une composante essentielle de l'émotion dramatique. Ce contexte de création s'inscrit dans une période d'intense effervescence théâtrale. De fait, ce renouveau touche aussi la scénographie et le jeu de l'acteur. Selon Florence Nogrette, avant l'émergence du metteur en scène moderne, l'équilibre de la représentation se joue entre auteur, acteur et décorateur, ce dernier occupant un rôle central. Dans cette dynamique, le décorateur devient un véritable co-créateur du spectacle. Il orchestre l'illusion, manipule la lumière et participe directement à la production du sentiment d'émerveillement recherché par les spectateurs. Les publications illustrées de Daguerre établissent un pont direct entre théâtre et image. Leur esthétique s'inspire des décors scéniques contemporains, comme son dessin pour la galerie du château de Tournelle. Alors, l'ouverture voûtée qui cadre la vue évoque à la fois l'oculus de la chambre noire et le rideau du théâtre, métaphore de la vision médiatisée. Dans ces décors, il s'agit de provoquer un effet d'illusion librement consenti, selon l'expression de Stendhal. L'illusion théâtrale n'est pas une tromperie, mais une adhésion poétique du spectateur à la fiction qui s'offre à lui. L'important est donc moins la projection mimétique que la capacité du dispositif à maintenir le trouble entre le vrai et le faux, entre la réalité perçue et la fiction consentie. De la scène théâtrale à la plaque photographique, il s'agit d'une même ambition, perfectionner l'illusion jusqu'à ce qu'elle s'efface, tout en maintenant le spectateur dans un état de fascination. Philippe Hortel explique que le geste de Daguerre est celui d'un metteur en scène du réel. La chambre obscure devient un théâtre inversé. Je cite : « Tandis qu'Hugo met le monde sur la scène, Daguerre invente la machine qui transforme en scène tous les lieux du monde enregistrable. Le théâtre est une chambre noire et la chambre noire un théâtre. Or, dans les deux cas, l'image ne reproduit pas le réel, elle le met en scène. Et c'est précisément dans cette zone d'indécision entre illusion et révélation que se situe, selon Dominique de Fonréau, le vrai sous le fantastique. Le goût du spectaculaire s'étend alors bien au-delà du théâtre. Les inventions optiques, panorama, diorama, jeux de lumière rencontrent un grand succès et le panorama inventé en 1787 par Robert Berker trouve un écho particulièrement durable. Par ses effets de perspective et d'éclairage, il transforme la perception du réel et nourrit une esthétique du sublime déjà théorisée par Edmund Burke au XVIIIe siècle. Les panoramas et dioramas, à mi-chemin entre peinture et théâtre, exaltent une nature à la fois menaçante et protectrice, selon la sensibilité que Diderot appelait nature dramatique. Dans ce contexte de fascination pour l'optique et l'illusion, Daguerre fonde en 1822 à Paris, avec Charles Bouton, son premier diorama. Ce dispositif monumental combine peinture translucide, éclairage dirigé et effet de perspective pour créer une image mouvante et lumineuse. Aussi, l'expérience visuelle que le diorama propose, une alternance d'ombre et de lumière, préfigure directement le principe du daguerréotype. Dominique de Fonréau explique que la proximité entre illusion photographique et illusion théâtrale s'articule autour de trois postulats. Le désir de ne pas rompre l'illusion de la représentation, l'utilisation de la lumière, le sens de la composition fondée sur un rapport des masses qui puise en partie sa logique dans les procédés de conception des décors théâtraux. Fin de citation. De fait, à travers ces éléments, le daguerréotype apparaît comme un prolongement du théâtre romantique dans le champ des arts visuels. Il hérite de sa tension entre réel et fantastique, entre fidélité au monde visible et fascination pour la magie de l'image. Comme l'écrit de Fonréau, l'invention daguerrienne, je cite, mène vérité et magie, fait jaillir le vrai sous le fantastique. Formule qui résume
à elle seule l'esthétique d'une époque où le regard oscille sans cesse entre science et enchantement. La photographie contemporaine, à l'instar de Daguerre, hérite de cette posture ambiguë de créatrice d'illusions. Elle ne reproduit pas le réel, elle le met en scène. L'espace optique de la chambre noire se substitue alors à la scène dramatique et le regard du spectateur devient le véritable lieu de la représentation. De l'antithéâtralité moderniste à l'image performée. Les artistes manifestent depuis plus d'une génération un intérêt pour les rapports entre théâtralité et photographie, tant la mise en scène, le personnage et le décor prennent part à la valeur expressive des images. Même si le caractère posé de la stage photographie renvoie plus volontiers à la peinture, voire au tableau vivant, ce qui apparaît comme l'artifice d'une pose n'est plus aujourd'hui regardé comme l'hérésie esthétique de la photographie instantanée. Larry Sultan et ses mises en scène où le quotidien est interrompu jouent sur la démonstration que l'instant demeure, en soi, une image paradoxale à la fois juste et dissonante. Il n'empêche que ce paradoxe culturellement admis dans l'image posée conserve sa part d'étrangeté. En effet, les mises en scène de Désiré Dolleron où semblent se jouer parfois des rites mystérieux. D'autres, comme Anneke Stekete, transforment l'environnement en scène de théâtre, où nos contemporains semblent pris dans de nouvelles relations au monde. La photographie théâtralisée permet alors d'élargir la dialectique entre art et document à celle du réel et de l'imaginaire. Ces pratiques nous embarquent dans d'étranges univers où la photographie ne se présente plus comme une fenêtre ouverte sur le monde, mais comme un espace scénique où se rejoue la tension entre réel et imaginaire. Pour exemple, les labyrinthes psychologiques de Gregory Crewdson et Daring Olaf ont en commun d'offrir des images photographiques qui, comme la scène d'un théâtre, ne postulent aucun hors-champ. Tout est dans l'image sans qu'il ne semble utile de signifier un dehors. Historiquement, la modernité photographique a longtemps rejeté cette théâtralité. Michael Fried, dans son célèbre essai sur l'antithéâtralité, affirmait que l'art moderne devait, je cite, refouler la relation frontale au spectateur pour préserver son autonomie. Or, la photographie contemporaine opère le mouvement inverse. Elle place le spectateur au centre de l'expérience. Rien sans lui n'est possible, ou plus précisément, tout semble être fait pour lui. La participation du spectateur ressurgit comme si une certaine condition théâtrale venait reposer la question de la relation de l'image au regardeur. Cette participation du regardeur s'accompagne d'une liberté nouvelle. Libérée du souci de vraisemblance, l'image mise en scène devient un lieu de projection. C'est dans cette liberté où le spectateur est en capacité de projeter ses sentiments et ses idées que la photographie hérite du théâtre. Un théâtral qui dépasse l'aspect formel de la construction de l'image pour affirmer l'héritage de l'art du théâtre qui tient, selon les termes de Sartre, dans le rapport entre l'imaginaire et le réel. La photographie hérite du théâtre, non comme modèle formel, mais comme condition d'expérience, une expérience de la pensée et du regard. De fait, la photographie contemporaine mise en scène a cette particularité d'hériter de tout un jeu qui consiste à performer une image. Performer une image, ce n'est pas documenter un acte, mais effectuer une image comme on effectue un geste. Cette distinction essentielle situe l'image performée dans un registre où l'acte ne se donne pas à voir pour lui-même, mais pour l'image qui en résulte.
La mise en scène joue alors l'image. La pose est réglée pour elle. L'image devient la finalité de ce qui est montré. Elle ne vise pas à produire un message, mais à ouvrir le sens. Sa théâtralité instaure une expérience réflexive du visible. Philippe Ramette en offre un exemple marquant. Ces dispositifs, exécutés réellement, sans trucage, produisent des images où la gravité semble abolie. Le paradoxe est-ce que la photographie pourrait fabriquer par manipulation numérique est ici réellement exécutée? Ce réalisme paradoxal place le spectateur dans une tension entre croyance et perception. Ce qu'il voit est à la fois vrai et invraisemblable. Ainsi, l'image performée révèle que l'étrangeté ne tient pas à la falsification, mais à la capacité humaine de déjouer les règles du monde. Elle affirme que l'image ne nous éloigne pas du réel, mais elle constitue une forme d'expérience du monde, même distanciée, qui engage le corps, le geste et la pensée. Cette conception distingue radicalement l'image performée de la performance artistique. Ici, il n'y a pas de célébration de l'action face à un public. Tout repose sur un effet de distance. L'image n'est pas le document de l'acte, mais son accomplissement. Le corps de l'artiste Edelina Bruterus, souvent mise en scène dans des paysages nordiques, rejoue la figure romantique de la contemplation. Pour Cécile Hesse et Gaël Roumieux, la performance est programmée à seule fin de faire image, portant à son plus haut degré le trouble psychologique et existentiel. Dans ces pratiques, la théâtralité renvoie toujours à une forme d'éloignement, rompant avec l'idée d'une proximité mimétique entre la photographie et le réel. La distance devient ici active. Elle n'est pas ce qui sépare, mais ce que l'on parcourt. L'image fait l'expérience du monde plutôt qu'elle ne le reproduit. Cette conception trouve ses origines dans les années 1960-1970. Les artistes redéfinissent alors leur rapport à l'image en recourant à la photographie comme dispositif de mise en scène de l'acte. Par ses autoportraits, Cindy Sherman interroge la place de la femme et sa représentation dans la société. Dans cette perspective, l'image performée contemporaine ne relève pas d'un héritage direct de la performance, mais, selon Jean-Paul Sartre, d'une réflexion sur le théâtre en tant qu'image. L'image cesse d'être un simple document. Elle devient l'écriture même de l'acte. Sartre remarque alors que, je cite, « tout au fond du happening, il y a un recours à l'image ». Fin de citation. Autrement dit, c'est dans et par l'image que l'action devient intelligible. Sur le plan formel, l'image performée obéit à un protocole précis. Programmer et exécuter une action, adopter une attitude expressive dans le champ de l'appareil photographique, puis enregistrer la scène. Le cadre agit ici comme un espace scénique. Les acteurs, artistes ou collaborateurs, s'y installent comme sur une scène de théâtre. L'image performée repose dès lors sur la rencontre entre le point de vue de l'acteur et celui du spectateur. Aussi, le photographe, en tant qu'auteur de l'opération regard, tend à disparaître. Agissant à distance, il devient un opérateur déplacé, figure d'un regard absent. Même si le regard n'est pas tout à fait absent, il est un regard contrôle qui supplante un regard subjectif créatif. L'image conserve donc cette relation privilégiée entre acteur et spectateur.
puisque c'est précisément ce dernier qui compte. Ou, selon Roland Barthes, celui pour qui est calculée la place regardée des choses. De fait, cette théâtralité ne tient pas à la seule immobilité de l'image, mais à un phénomène plus fondamental, le transfert de l'opération du regard de l'auteur vers le regardeur. Il ne s'agit pas de faire du spectateur le créateur de l'œuvre, mais de concrétiser une esthétique où le spectateur se sent en position de tout voir et de tout percevoir. Face aux images de Tom Hunter, inspirées des maîtres anciens ou de celles de Evelyn Loiser, qui transforment les jeux d'enfants en happenings silencieux, le spectateur n'est plus un simple observateur, mais un scrutateur. Ce dispositif renvoie au cinéma que André Bazin qualifiait de théâtre filmé. Il s'agit d'un théâtre vitré, pour reprendre son expression, où la scène, bien que participant à la vie, est déjà, je cite, profondément modifiée par les conditions de l'observation. Enfin, certains photographes contemporains apparaissent ainsi comme des metteurs en scène de l'immobilité. Helmut Newton, interrogé par Bernard Lamarche-Vadel en 1981, revendique une esthétique du mauvais goût contre les valeurs normales et artistiques. Je le cite, « Si je cherche en vrai un vrai point de vue, je ne vais pas commencer par regarder ce que l'art accepte pour m'y conformer. » Fin de citation. Rapprochant aussi la photographie d'un statuaire du XXe siècle, dans ces œuvres statuaires et théâtralisées se rejoignent sous le signe d'une esthétique de l'immobile et d'un sacrifice du présent. L'action s'y fige en image, l'image s'y pense comme une scène de la pensée. Ainsi, l'image performée réconcilie la photographie avec le théâtre. Elle ne représente pas l'action, elle la fait advenir dans le regard. Entre corps, image et spectateur, elle rejoue le lien fondamental entre acte et vision, entre présence et distance, entre le réel et sa mise en scène. En réhabilitant la théâtralité et la machinerie scénique, Jeff Wall produit des images d'une précision technique extrême qui revendiquent pourtant leur artifice. Ces grands formats lumineux, ces remakes de tableaux modernes, inscrivent la photographie dans une temporalité dissonante. L'anachronisme devient ici un mode critique, un moyen de restituer à la photographie la puissance fictionnelle du théâtre contre la dématérialisation de l'art conceptuel. Dans cette continuité, Édouard Levé, dans son livre Fiction publié en 2006, propose des mises en scène en noir et blanc où des personnages figés miment des actions énigmatiques. Ces images, à la fois poétiques et troublantes, interrogent. À quelle fiction avons-nous affaire ? Édouard Levé substitue à la narration littéraire une photographie philosophique où la théâtralité devient forme de pensée. Ce n'est plus un récit mais une expérience du réel où la théâtralité devient une forme de pensée. C'est aussi dans ce sens que Roland Barthes, dans La Chambre claire, écrit « Ce n'est pas, je cite, « ce n'est pas par la peinture que la photographie touche à l'art, c'est par le théâtre. » Fin de citation. Barthes, nourri de sa passion pour le théâtre et de la théorie brechtienne de la distanciation, relie photographie et théâtre comme deux formes de l'image analogon, deux manières de rendre présent l'absence. Il reprend ici les analyses de Jean-Paul Sartre dans l'imaginaire, travaillant à la définition d'une image mentale, recourt à l'analyse des images produites, c'est-à-dire des représentations et, parmi elles, la photographie. Pour se rendre présent, l'être photographié, on ne regarde plus la photo en tant qu'objet concret, elle sert de matière à l'image, elle devient son représentant analogique. Dès lors, la consciente imageante que nous
produisons devant une photographie est un acte, affirme Sartre. Nous avons conscience, en quelque sorte, d'animer la photo, de lui prêter la vie pour en faire une image. Au titre de cette présence-absence, la photographie appartient à la définition de l'image comme analogon. Aussi, Sartre montre que le théâtre, étant une image, fait de l'acteur l'analogon du personnage représenté. C'est un rapport vivant entre l'imaginaire et le réel, animé par la conscience du spectateur. Ainsi, au seuil des années 1980, moment où naît la photographie contemporaine, la pensée barthésienne et sartrienne fondent une phénoménologie du regard où théâtre et photographie partagent une même interrogation sur la véracité de la représentation. La photographie performée apparaît alors comme l'héritière de cette pensée, révélant en creux une histoire de la théâtrophobie de l'art moderne, ou plutôt une figure anti-moderne révélant la mauvaise conscience du modernisme. En effet, des œuvres comme Philippe Lorca di Gorcia ou de Gregory Crewdson, en jouant sur l'attente compromise du sens et le caractère traumatique mais assourdi des scènes, comme l'écrit François Soulage, proposent une réconciliation entre les deux conditions de l'image, la représentation matérielle et la manifestation de l'imaginaire. Leur intérêt réside dans la capacité à traduire par l'image construite un équivalent de l'image mentale avec une intensité différente de celle qu'autorise la peinture ou le dessin. Et alors même que la photographie n'a pas vocation à désacraliser, ces artistes parviennent malgré tout à exprimer, mieux que d'autres peut-être, un équivalent de ce qui naît dans notre esprit. Je vous remercie, Delphine. Nous vous applaudissons depuis l'amphithéâtre.